Bonjour à tous les passionnés et toutes les passionnées d'arts martiaux. Je suis Fabien du blog Passion Martiale. Et aujourd'hui, je vous propose une interview avec David Foura qui me fait l'honneur de recevoir cette interview. Bonjour David. Bonjour à tous, bonjour Fabien, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Donc David est un pratiquant et enseignant de Qigong, Tai Chi Chuan et boxe libre, donc c'est une petite spécialité à lui. Donc il va nous parler un petit peu de son parcours et le partager avec vous. Tu peux faire une brève présentation de ton parcours. Alors je m'appelle David Foura, donc j'ai 43 ans, pratiquant depuis l'âge de 11 ans, donc ça fait quand même une petite paire d'années. Beaucoup de choses dans les structures, on va dire, donc karaté au départ, du kung fu wushu, un peu de Wing Chun, puis pour passer sur les arts de combat, boxe anglaise, boxe française beaucoup, boxe thaï aussi. Pour sortir de tout ça et passer sur une petite période de recherche avec des gens qui étaient un peu en brainstorming sur le combat, un peu dans des âges où on a besoin de s'extérioriser un peu. Voilà, et enfin découvrir les arts internes qui sont venus remotiver ma pratique, on va dire, et surtout l'enrichir. Donc Tai Chi, Qigong, et sans oublier la partie combative qui reste la boxe libre, qui a été un peu une synthèse de beaucoup de choses que j'ai fait dans les boxes pieds-poings et arts martiaux ou arts de combat en tout genre. D'accord, très bien. Est-ce que tu as des noms peut-être à citer, des gens qui t'ont influencé dans tout ce parcours? Des noms, oui, enfin, beaucoup de gens en tout cas qui ont, soit par surtout par leur sincérité et aussi par des gens chez qui je suis allé chercher des compétences techniques particulières. Mais on va dire que ce qui reste le plus présent dans ce qui ressort de moi maintenant, c'est la passion qu'ont pu me transmettre certains enseignants, professeurs, maîtres, maintenant, puisque je vais chercher mon savoir à la source un peu en Chine notamment. Mais des gens comme mon premier prof de karaté, Georges Del Porto, qui était entre guillemets insignifiant techniquement et juste un premier dan, et par contre un passionné de sa pratique et surtout quelqu'un qui avait une bonne synthèse de ce qu'était le karaté dans les années 80-90, donc qui a su planter en moi une petite graine, en passant par des gens comme Franco en BF, qui a été quelqu'un de connu puisqu'il a formé des gens qui ont été jusqu'au champion du monde, et le TOAC étant un des deuxièmes clubs de France à une époque sur Toulouse, mais qui surtout était un passionné, donc des gens qui étaient là en sport loisir jusqu'aux gens qui pratiquaient, qui devenaient champions du monde. Il avait la même passion pour, même un peu trop dévorante, mais c'est des gens qui, dans leur sincérité, ont su en tout cas amener quelque chose à chaque fois, planter quelque chose qui fait que c'est des gens qu'on retient. Voilà. D'accord, donc un grand parcours dans les arts martiaux, on va dire externes, enfin un grand parcours, une grande pratique, une longue pratique. Et pourquoi cette transition un jour vers l'interne, même si tu continues dans ta boxe libre? Ouais, il n'y a pas de transition pour moi. Il y a interne, externe, et c'est la même chose. C'est-à-dire que la transformation a eu lieu quand je me suis rendu compte que justement l'interne et l'externe n'étaient pas des choses séparées. Il y a des moments où on a besoin de certaines choses et d'autres où on est peut-être un peu plus mature et plus complexe pour comprendre d'autres choses. Mais j'enseigne le Qigong et le Tai Chi, donc du côté des arts internes maintenant, soi-disant des arts internes, et la boxe libre qui ferait partie des arts externes. Et pour moi, j'aime bien inverser les choses. C'est-à-dire quand je fais de la boxe, je dis que je fais de l'interne, et quand je fais du Tai Chi, je demande aux gens de faire de l'externe. Et j'aime bien ce côté-là. Souvent en Asie, l'interne et l'externe, pour eux, ils ne comprennent pas trop. Si ce n'est pour eux ce qui est thérapeutique ou ce qui est du côté des arts martiaux. Mais les arts martiaux, les arts de combat, j'aime pas le terme martial, moi, puisque le dieu Mars est le dieu de la guerre, et les arts de la guerre, j'estime que c'est un petit paradoxe. Je préfère employer le terme art de combat. Il y a ce qui est du côté, donc le tai chi fait partie des arts de combat, voilà. Et suivant comment on aborde le terme interne, on peut aussi y trouver des paradoxes dans ce classement, soit d'un côté de la thérapie et de ce qui est doux, ou soit de l'externe qui est du côté du dur.
Le tai chi, par exemple, étant classé du côté des arts entre guillemets martiaux internes, on peut le voir en termes d'internes parce que la recherche est faite sur tout ce qui est circulatoire et l'intérieur du corps qu'on essaie de remplir plus que l'extérieur du corps qu'on essaie d'endurcir. Mais paradoxalement, on peut aussi le trouver en termes d'internes parce que peu de choses sont montrées, beaucoup de choses sont allées chercher. Et si on ne fait pas cette recherche à l'intérieur de ce qu'on nous montre, de cette coquille, pas grand-chose ne se passe, en tout cas. D'accord, super intéressant. D'accord. Ensuite, moi je voulais te demander justement quel lien tu fais entre l'interne et l'externe. Parce que c'est vrai qu'en Occident, on dissocie souvent les deux, évidemment, c'est pour ma question. La dissociation, il n'y a pas de souci. Comme le terme martial. Voilà, d'où cette question qui me turlupine personnellement, et je pense que je ne suis pas le seul. Et l'importance qu'il y a entre ces deux pratiques. Le lien commun étant la réflexion sur soi par rapport alors soit dans un environnement, voilà. Ça, le lien commun est là. Que je sois, quel que soit le décor, le cadre qu'on nous propose, qu'il soit thérapeutique, qu'il soit entre guillemets combatif, on est toujours sur une relation à soi et à comment on est et comment on est en soi par rapport à ce qui nous entoure, donc à l'autre, à l'extérieur ou à l'endroit dans lequel on pratique, au moment dans lequel on pratique, dans l'état dans lequel on pratique. Et c'est cette espèce de feedback et de recherche sur nos sensations et notre capacité d'adaptation à ce qui nous entoure et à travailler autour de ça qui va relier les deux. Excellent. Oui, chapeau. Donc maintenant, j'aimerais te demander qu'est-ce que représente pour toi, qu'est-ce qu'est le Qigong pour toi? Alors le Qigong, j'ai pour habitude de dire pour simplifier les choses, parce que les gens aiment bien avoir des images claires aussi, surtout quand on n'est pas forcément passionné. Le Qigong est du côté de thérapeutique, on va dire, même si certains arts de combat l'utilisent pour des systèmes de renforcement. Mais on va le classer du côté des gymnastiques qui peuvent être respiratoires, qui peuvent être gymnastiques d'étirement, qui peuvent être méditatives, qui peuvent être circulatoires jusqu'à entre guillemets énergétiques. Voilà, donc simplifier de manière à pouvoir travailler une adaptation et une relation entre ce qui se passe à l'intérieur du corps, respiration, circulation, sensation, étirement, à des mouvements très simples, donc à quelque chose qu'on demande à faire intellectuellement et qui ne va pas demander une coordination extrême. Donc voilà. Un travail simplifié de manière à pouvoir lâcher l'esprit aussi et de suite être en relation corps-esprit beaucoup plus vite qu'en tai chi par exemple, dans lequel on va demander une mémorisation de forme, une structure beaucoup plus présente, donc un travail de première étape de mémorisation, puis de liaison entre les mouvements et ensuite de liaison à l'intérieur des mouvements qui va en fin de compte amener un travail plus entre guillemets interne, type Qigong, dans lequel on va pouvoir oublier la tête et être sur ses sensations. La différence principale entre les deux, puisque je sens que ça va être une question qui va arriver, le Qigong s'articule autour du Qi, donc ce qu'on pourrait appeler l'énergie ou le souffle. Le tai chi s'articule autour des jing, des forces, donc d'une structure et de force appliquée dans lequel évidemment le chi va circuler et va être présent, mais on part d'une structure qui reste des forces posées au sol, et donc des poussées, des tractions, des contractions, des expansions, autour de laquelle le corps va se développer pour arriver à extérioriser quelque chose. Voilà. Donc c'est que ce soit tai chi ou Qigong, finalement on travaille beaucoup sur la mécanique du corps, de la proprioceptivité, sentir, c'est une sorte de méditation aussi. Ça peut l'être, mais la structure du corps est de toute façon présente dans quoi qu'on fasse, et ne pas passer par là serait une grosse erreur pour moi. Oui, mais est-ce qu'on en prend conscience pour autant? Aux enseignants, en faire prendre conscience. Voilà. Les gens arrivent souvent, que ce soit dans les arts internes, classifiés comme internes, beaucoup de gens arrivent en parlant d'énergétique, en disant je suis là pour me relâcher ou pour faire circuler mon énergie, et je commence par leur dire,
sachez où est votre droite et votre gauche, sachez ne pas avoir mal au dos quand vous restez une demi-heure debout. Et comme disait Lao Tzu, on ne pousse pas une rivière qui coule. Donc faites couler la rivière et après vous n'avez pas à vous demander si ça circule ou pas. Ça circule. Voilà. Donc finalement, c'est un art, on va dire, qui est très pragmatique, très scientifique aussi. Pour les Asiatiques, c'est quelque chose qui est quand même c'est naturel, c'est là, il n'y a pas de question de mysticisme ou ce genre de choses. Oui. Pas autant que ce qu'on peut l'entendre chez nous, par exemple. Voilà. Ouais. Déjà, chez eux, c'est culturel. Donc c'est rattaché à des choses qui sont de l'ordre entre guillemets du religieux chez nous, c'est-à-dire que nous on est formaté sur un système judéo-chrétien dans lequel le bien, le mal, les choses comme ça font partie de notre quotidien sans qu'on y pense et on y réfléchisse. Chez eux, que ce soit le confucianisme, le taoïsme ou le bouddhisme, sont des systèmes de pensée qui sont ancrés dans leur vie de tous les jours. Donc quand ils abordent une pratique, ils n'ont évidemment pas du tout la même culture que nous, où nous, c'est des choses rapportées sur lesquelles ça fait rêver, c'est des chinoiseries, comme on dit. Donc à la fois les termes, on retrouve plein de gens qui parlent chinois dans leurs cours, mais qui n'ont jamais mis les pieds en Chine ou qui n'ont pas la connaissance de ce qu'est la langue chinoise pour avoir des références à ce que peuvent dire les mouvements ou leurs histoires, même leur histoire. L'histoire des formes, voilà. C'est pas que moi je le fasse, mais je m'intéresse à la culture chinoise, enfin en tout cas à la langue, et c'est compliqué, et plus on s'y intéresse, et plus on y rentre, et plus on comprend les liens qu'il y a avec tout ça, quoi. Voilà. D'accord. Et j'ai une dernière question concernant le Qigong. Est-ce que tu penses qu'il est possible tu parlais tout à l'heure de passer par le corps avant de sentir des choses, de comprendre d'abord le corps, la mécanique, le fonctionnement, l'anatomie, on va dire. Ouais. Est-ce que tu penses, par exemple, pour ces fameux arts martiaux traditionnels, que ce soit Kung Fu, Viet Vo Dao ou quoi que ce soit d'autre, même karaté, il me semble, de cheminer d'abord vers les arts externes pour aller vers l'interne? Ou est-ce qu'on peut, dès le départ, enseigner les deux? Je vois les deux. Ouais. Donc je te pose la question pour avoir ton avis à toi. C'est encore une fois, c'est culturel. C'est-à-dire qu'ici, on a... Les besoins sont différents parce qu'on est culturellement plongé dans autre chose. Et c'est vrai que faire aborder de l'interne à quelqu'un qui a 20 ans, voilà, il y a d'autres besoins à ces âges-là. Donc soit les gens sont complètement dedans, et c'est très rare, c'est-à-dire qu'un gamin de 20 ans qui arrive et qui dit je suis super passionné et qui vient dormir devant votre porte pour dire demain matin à 6h je veux m'entraîner, ça existe que dans les films. Enfin moi j'en ai pas croisé jusqu'à présent, même si on a de très bons élèves, des gens qui fournissent un travail régulier sur des années. Mais voilà, donc à part ça, les gens viennent contenter leurs besoins avant tout, et à 20 ans, le besoin c'est de s'extérioriser, d'aller vers l'extérieur, de se trouver, de comprendre des choses. Voilà, à 30 ans, c'en est d'autres, et à 40 ans, c'en est d'autres. Donc il ne faut pas brûler les étapes. Voilà, après, le plus tôt on fait les choses, le mieux on peut y réfléchir dessus, et le mieux on les comprendra dans le long terme, puisque c'est des entonnoirs exponentiels. C'est pas des choses qu'on comprend et après on passe à autre chose et on le comprend. C'est des choses sur lesquelles moi je reviens sur mes bases tout le temps, et même mes bases qui m'ont formé petit, c'est-à-dire que maintenant je comprends des choses que à 15 ans, quand on me disait fais ci, fais ça, je n'arrivais pas à le comprendre. Voilà. J'ai quitté moi les arts, entre guillemets, les arts martiaux traditionnels, donc karaté, kung fu, parce qu'à l'époque, le combat m'intéressait beaucoup. Par contre, les formes, je trouvais ça ridicule. J'étais pas bon, j'étais pas beau. J'arrivais pas à trouver ma place dans les formes, dans les katas, dans les tao, qui soient aériens, qui soient en karaté très, 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 très ancrés. Et je trouvais surtout une grosse différence entre les techniciens et les combattants. C'est-à-dire, je trouvais de très bons techniciens, donc les mecs faisaient claquer les kimonos, avaient de très bonnes notes en compétition. Par contre, étaient des piètres combattants. Et il y a un moment donné où je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il y ait une telle différence entre les deux. Voilà. Et moi je suis sorti de tout ça et je suis revenu à l'amour de la forme par le tai chi. C'est vraiment ce qui m'a fait, mais je devais être structuré pour ça. Et ça veut pas dire que j'ai été bon de suite, mais il a fallu trimer et encore trimer tout le temps. Je travaille toujours aussi pour me corriger. Et la structure est importante. Après, il faut trouver. Il y a un moment où il faut trouver ces structures. À l'époque, j'avais besoin d'autre chose. J'avais besoin peut-être de lâcher des choses du côté du combat et de comprendre qu'à un moment donné, ça m'amènerait pas forcément ailleurs si à un moment donné je revenais pas sur les structures et sur voilà. Et après, il faut trouver sa structure. C'est ça aussi. C'est que
mal utiliser son outil ou prendre un mauvais outil pour faire un travail, ça peut mener à rien aussi. Donc il faut être curieux, il faut arriver à se complexifier en voyant beaucoup de choses autour aussi pour arriver avoir la chance aussi de pouvoir trouver son bon outil. D'accord. Ok. Là, je suis en train de faire un qigong du bras. Je vais changer de bras. Ça commence à tirer. Ok. Donc ensuite, je sais que tu as un maître que tu vas voir régulièrement en Chine. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Alors plusieurs, puisque bon, je me suis construit anticonformiste et je suis un peu resté, même si je suis revenu. Vas-y, Donc je pars en Chine régulièrement pour suivre sur 2 styles de tai chi particuliers. Donc pour un côté le style Chen, donc le style de maître Wang Xiang, qui est le patriarche du style Chen pour une des lignées, donc qui est sa lignée à lui, 19e génération, lui, donc un des 4 maîtres qui a été désigné pour développer le style Chen en Chine. Et donc je travaille avec 2 de ses disciples très proches, qui ont 66 ans et une cinquantaine d'années pour l'autre. Donc je vais voir sur Hong Kong et Shanghai. Voilà. Et pour le style Yang, avec quelqu'un qui est basé sur Xiamen là, et qui travaille dans le style Yang traditionnel, qui est issu lui donc son maître à lui était un élève direct de Yang Chengfu, qui est le fondateur du style Yang traditionnel. Donc il est pour lui dans la descendance traditionnelle du style Yang. Voilà. Donc ça permet d'aller chercher des choses à la source. Ouais. Après, le fait d'aller en Chine a permis surtout, alors hormis les compétences techniques de ces gens-là qui, bon, pour le coup, quand on va là-bas, on n'interprète pas, on fait ce qu'on dit, même si pour le style Yang, j'ai des formes d'école que je travaille, spécifiques, avec lesquelles il y a des petites spécificités à mon travail d'école. Mais en parallèle, je fais travailler les mêmes formes sur le style dit traditionnel, c'est-à-dire qui est les codes de ce qui se fait en Chine notamment, et ce qui se développe le plus dans le monde, voilà, qui sont en fait des formes simplifiées souvent en fait. Pour le style Chen, je ne touche rien, c'est-à-dire que c'est l'enseignement de maître Wang Xiang et ses disciples, voilà, avec quelques petites spécificités liées à leurs disciples, mais qui eux ont le droit de les appliquer, voilà. Mais on reste très proche de l'enseignement du maître, voilà. Ok, super. Tu nous as parlé de boxe libre. Moi, c'est toi qui l'as dit. Ah, il a tout entendu, il a tout enregistré. Donc cette boxe libre, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est une appellation que toi tu as donnée ou est-ce que c'est quelque chose qui existe? Non, Est-ce que c'est codifié? C'est codifié, oui. C'est quelque chose qui est sorti d'une appellation, oui, d'un travail personnel. Alors j'ai rien inventé, hein. On n'en est pas là. Et surtout, il n'y a rien à inventer, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites, il y a peut-être juste à réinterpréter et surtout à le transmettre d'une façon différente avec ce qu'on a vécu et ce qu'on est aussi. Donc c'est une sorte de méthode finalement. Ça en est devenu, oui, une méthode. Alors techniquement, on va dire qu'on s'appuie sur un mélange un peu de tout ce que j'ai traversé et de beaucoup de partage avec des gens qui font des choses diverses. Donc évidemment tout ce que j'ai pu faire, que ce soit le karaté dans ma jeunesse et dans mes premiers amours, même si j'y suis pas resté, ou dans lequel on retrouve des choses qui ont été ancrées à l'époque et qui font tout à fait partie du système aussi, sans être... on travaille sur des concepts, donc on va dire que techniquement, il n'y a pas on donne un coup de poing comme si où tout est faisable, rien n'est faisable. Voilà, tout fonctionne, rien ne fonctionne. On est juste sur un travail de concept qui permet de travailler son adaptation et donc d'être cohérent par rapport à une situation donnée. Voilà. D'accord. Donc là, on est en train de voir des images de ce que tu fais avec ton partenaire, on va dire, Cyril. D'accord. Donc est-ce que tu peux en parler vite fait de ces éducatifs, de ces petites bases? Alors comme tout, on est obligé de structurer un peu les choses parce que dire aux gens, allez-y, libérez-vous, c'est juste impossible. Donc on passe par un système d'éducatif qui permet de travailler, on va dire, des systèmes réflexes ou des travails de concept qui vont partir de travail des mains collantes comme on peut trouver dans les arts martiaux chinois, notamment le Wing Chun et ces systèmes-là. Tous les principes de boxe anglaise qui permettent
savoir avoir des frappes lourdes sur des distances entre guillemets longues pour les points. Une grosse base de travail d'ancrage qu'on retrouve dans les arts internes chinois type tai chi. Donc l'apport du tai chi étant la mobilité, surtout la capacité à pouvoir se faire déraciner. Voilà. Après, en passant par toutes les boxes pieds-poings, tous les systèmes sont étudiés, on va dire. Voilà. Le meilleur moyen de pouvoir s'adapter à un système quel qu'il soit, c'est de connaître le système. Voilà. Et le meilleur moyen d'en sortir, c'est de pas s'opposer au système, c'est-à-dire de proposer notre système pour pas être dans celui qui est le plus technique ou le plus fort qui va gagner. À travers ça, donc en termes d'éducatifs, on retrouve des éducatifs qui vont éduquer tous ces systèmes-là, les systèmes de jambes, le système d'anglaise, le système de main collante, voilà, donc des choses diverses et variées. Après, je travaille beaucoup sur les attitudes. C'est-à-dire qu'à travers ça, l'apport technique est une chose, mais le travail de spontanéité et de libération du corps est très important. Voilà. Donc on va travailler sur des attitudes, c'est-à-dire techniquement, même si on fait un travail de libre qui peut être mettre en anglaise et se contraindre à travailler qu'en anglaise par exemple, le fait de toucher ou être touché va pas être trop important, donc on va demander aux gens d'être sur des attitudes, c'est-à-dire gérer ce qui émotionnellement va rentrer sur vous. Si vous suragressez, rendez-vous en compte, si vous vous soumettez, rendez-vous en compte, si vous fuyez, rendez-vous en compte. Voilà. Et travaillez autour de ça. Sachez dans quel système vous êtes. Aucun système n'est bon. Le tout, c'est d'être conscient dans le système dans lequel vous êtes. Voilà. D'accord. Donc au travers de tout ce que tu m'as dit jusque-là, je me rends compte que tu es quelqu'un quand même qui est très proche des gens. Donc ta pratique, est-ce qu'elle te sert aussi à aider, on va dire, tes élèves, tes personnes, les gens qui viennent te voir? Est-ce que tu leur donnes une ouverture à une écoute, socialement parlant? Ça serait. Alors, je fais bien la part des choses, puisque je fais du travail psychocorporel à côté. C'est pas en cours, on n'est pas dans la psychothérapie. On est dans un travail dans lequel la neutralité est recherchée. C'est ce que proposent les arts martiaux en général, par le fait d'avoir une tenue, le fait d'avoir un dojo dans lequel les règles sont bien marquées, où on demande aux gens de ne pas dépasser du cadre, et juste de pouvoir tous être les mêmes, avec des hiérarchies qui sont... voilà, alors je mets beaucoup moins de cadres que ces systèmes-là, par contre c'est quelque chose qui pour moi est très important. Je demande aux gens d'être neutres, et l'approche du combat est la même, c'est-à-dire que je demande aux gens d'avoir un combat neutre, autant dans ce qu'ils donnent que dans ce qu'ils prennent. Il faut arriver à être plus proche de la neutralité, voilà, que les choses, être dans le sens du travail pour ne pas avoir à se confronter au travail et émotionnellement donc à faire ressortir des choses. Après, l'enseignement fait aussi, l'apport aux autres et la réponse aux questions fait aussi partie, et l'échange, j'allais dire, mais pas que de moi vers les autres, des discussions entre la vie de groupe et ce qui se passe dans un groupe, mais aussi en Chine par exemple, quand on va s'entraîner, à chaque fin de cours, les gens se retrouvent pour aller déjeuner ou manger ensemble. Bon, c'est des choses qu'on fait beaucoup dans la pratique, et je trouve ces moments-là très importants, parce qu'on partage des choses. Il y a des fois où je suis en particulier avec des élèves et où on vient me demander des choses auxquelles j'aime pas me poser en tant que thérapeute et répondre je suis pas un être de lumière. Voilà, je fais beaucoup dans mon travail, je me soigne d'abord moi-même, et par-delà j'essaie d'amener les autres en leur disant voilà, moi j'ai choisi ce chemin-là. Et tu utilises ton vécu pour appuyer un petit peu voilà ce qui est possible de faire. Ça c'est mon outil. Oui, alors la meilleure façon de faire comprendre aux autres qu'on veut leur dire quelque chose, c'est de le vivre, c'est pas de leur dire quoi. Donc j'essaie d'être cohérent dans mes incohérences aussi, et en même temps voilà, c'est en voyant les gens vivre qu'on apprend ou pas des choses. Et dans l'échange, je fais très attention à ce positionnement, parce qu'être enseignant, c'est pas n'importe quoi, c'est aussi se poser devant les autres pour leur expliquer quelque chose. Et à travers ça, qu'est-ce qu'on fait passer là-dedans ? Est-ce que je veux moi exister par mon discours en trouvant des gens qui disent oui, t'es bon, t'es beau, et ce que tu dis c'est vrai. Et je fais très attention à ça aussi. Donc là, si je m'entraîne, c'est pas pour eux, c'est aussi pour moi. C'est le moyen que j'ai trouvé, moi, l'enseignement, pour plus pratiquer. Donc c'est avant tout tourné aussi vers moi.
Et par-delà, on peut échanger des choses puisqu'on est ensemble dans la pratique. Voilà. Après, la hiérarchie se fait parce qu'il faut que les choses soient posées. Si les gens viennent me voir, c'est pas qu'on est au même niveau, c'est qu'ils ont quelque chose à venir chercher. Sinon, ils pratiqueraient seuls ou ils viendraient me dire de temps en temps, on va s'entraîner ensemble, ce qui n'est pas le cas. Donc, il faut que les choses soient posées d'elles-mêmes. Je demande aux gens de savoir ce qu'ils viennent chercher quand ils viennent. C'est pas à moi de leur dire. Hein. Voilà. D'accord, super. Avant la petite question habituelle finale, je te propose qu'on se revoie lors d'autres entrevues, on va dire, mais plus pour des aspects techniques. Ouais. Voilà, donc ça pourra être des coups de pied ou des coups de avec poing, plaisir. tes techniques à toi, comment tu les décomposes. Ouais. Peut-être parler un peu plus du Qigong aussi, vu que c'est un sujet très très vaste. Et à la limite, c'est un des sujets que je, entre guillemets, maîtrise le moins, même si je l'enseigne et que voilà, le Qigong fait partie des pratiques que j'ai le plus de mal à mettre en place pour moi-même. Voilà, que je fais voilà, c'est quelque chose qui est dur. C'est un apprentissage qui demande. Moi, je pratique aussi, donc je sais que ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de réflexion, de questionnement, parce qu'il se passe des choses aussi. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que le fait de mettre en place des cours me permet d'être dans la pratique vraiment, parce qu'il y a un échange. Le fait de le faire seul et voilà, des trois pratiques, si on sépare les trois, entre la boxe libre qui fait partie du côté externe, le tai chi qui est quand même l'interne, mais des formes et des choses un peu plus ludiques, on va dire. Le Qigong est quelque chose de complexe parce que très varié et puis très lié à ce que voilà, il y a rien pour édulcorer quoi. On bouge pas, on n'est pas en mouvement en train de se déplacer, donc il y a des choses qui renvoient au moment présent, voilà. Dans les formes en tai chi aussi, en boxe libre aussi, mais l'esprit peut plus un peu se cacher derrière certaines choses. Donc et c'est suivant les tempéraments aussi. C'est la dernière chose que j'ai raccrochée, enfin pas la dernière puisqu'il y a eu l'acupuncture et le massage aussi, et qui peut être qui est assez complexe, mais à la fois assez riche, c'est-à-dire que c'est quelque chose que je ne peux plus zapper maintenant. Voilà. D'accord. Donc la question finale, elle va se poser face au lecteur, face caméra. Et c'est donc, est-ce que tu as des choses à partager avec tous ces passionnés qui vont regarder cette vidéo ou écouter ce podcast, voilà, concernant la pratique, la passion, la vie, les arts martiaux? Ouais, on va rester sur la pratique, mais bon, la pratique, c'est le reflet d'une vie aussi. On pratique comme on est. Voilà. Donc là, voilà, pour revenir à ça, je dirais, soyez le plus sincère dans ce que vous faites et ouvrez vos expériences, croisez des gens, discutez avec des gens. C'est important de se structurer dans un style et surtout de trouver la confiance en quelqu'un. Il y a beaucoup de monde je croise beaucoup de gens dans la pratique qui au bout d'une dizaine d'années tuent le père et remettent en cause leur système, l'enseignant souvent parce qu'au début on pense qu'on est des êtres de lumière, je dis on parce que j'enseigne aussi, et au bout d'une douzaine d'années on voit que les gens sont simplement des êtres humains dans leurs incohérences et donc on se dit mais ça peut pas être un bon pratiquant s'il agit comme ça à côté. Et apprenez à faire confiance pour quelque chose de particulier que vous allez. Donc apprenez à savoir ce que vous allez chercher dans les gens que vous croisez et essayez de trouver des gens sincères. Souvent on va chercher ce qui brille et ce qui est visible pour en revenir aux arts internes et pour finir là-dessus. Ce qui est externe c'est souvent la croûte et la carrosserie de tout ce qu'il peut y avoir derrière. Donc ne vous fiez pas au coup de pied très haut, fiez-vous à la façon dont le pied a été posé avant le coup de pied surtout. Ça vous donnera beaucoup plus d'indications. Voilà, donc des gens cohérents et sincères. Et il y en a plein. Il y a plein de gens qui n'ont pas forcément des noms et des titres, mais qui sont des gens sincères et qui ont des choses à transmettre réellement et à planter, des graines à planter. Quoi. D'accord, très bien. Voilà. Ben, tout ça, tu as soulevé des points qu'on essaiera de revoir ensemble une autre fois. L'ancrage au sol, les déplacements des pieds, toutes ces choses-là. Ok. Très vite fait, l'adresse de ton site, le nom de ta structure. Voilà, donc l'association c'est Tao Concept, donc j'enseigne sur Toulouse et banlieue, j'interviens sur des stages aussi divers et variés, et le site www.taoconcept.net. Voilà, tout simplement. Et dans tous les cas, vous trouvez le lien juste en dessous de la vidéo. Voilà. Mais ce sera fait pour les gens qui écouteront que l'audio.
Voilà, vous avez l'adresse et n'hésitez pas à aller voir, il y a plein de petites vidéos sympas, notamment de la boxe libre, la fameuse boxe libre. On en fera s'il y a besoin et s'il y a envie, sans souci. Ok. Il n'y a rien de caché. Bah écoute, merci David. Merci à toi Fabien. Un grand plaisir d'avoir partagé ce moment avec toi. Plaisir partagé. Et bah écoutez, je vous donne rendez-vous ultérieurement sur Passion Martiale et à très bientôt. Au revoir.